Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous ceux qui, de loin, assistent à cette conférence de presse relative à la question des détenus politiques et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Avant de commencer cette conférence de presse à proprement dire, je souhaiterais que nous observions une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts en prison, de tous ceux qui ont perdu la vie en détention. Merci. Chers journalistes, ce matin, nous sommes ici pour parler de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin d'être soigné, car il traverse des moments difficiles, même si nos dirigeants politiques font croire à l'extérieur que tout va bien. D'abord, je voudrais permettre à vous, journalistes, et à tous ceux qui assistent à cette conférence de presse, que la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, dont j'ai l'insigne honneur de porter la voix, est une structure de la société civile qui a décidé d'axer ses actions autour de 3 points, à savoir l'amour de la patrie, la démocratie et la justice sociale. C'est donc ce qui explique nos prises de position quand la vie est chère pour parler de la lutte sociale. Et cela justifie donc ce matin ma prise de position quand nous allons parler des détenus politiques et de la réconciliation, pour parler de la démocratie de notre pays et l'amour de la patrie. Après la crise post-électorale qu'a connue notre pays, le président Alassane Ouattara a très vite choisi la voie de construire la Côte d'Ivoire. Or, quand on sort d'une crise où il y a eu plus de 3000 morts, la première des choses serait de soigner le pays, non pas la construction. Soigner le pays, cela voudrait dire soigner les victimes, soigner les bourreaux. Pourquoi pas? Et cela, c'est ensemble comment faire pour que ce peuple soit son propre thérapeute. C'est quand les cœurs sont soignés, c'est quand tous ces problèmes sont résolus qu'on pense à la construction du pays. Aujourd'hui, il n'est pas mauvais de construire son pays, mais il est quand même regrettable que 11 ans après, dans notre pays, on parle encore de réconciliation. 11 années passées, on parle encore de détenus politiques. 11 années passées, on parle encore de détenus d'opinion. Cela ne ressemble pas à notre pays et cela ne ressemble pas, cela ne cadre pas avec un pays qui est en construction. Chers journalistes, après une crise, on peut ne pas oublier. On peut choisir de ne pas oublier.
On peut choisir de ne jamais oublier. On peut choisir de ne jamais oublier, mais pardonner. On peut aussi choisir de ne jamais oublier et ne jamais pardonner. Et on peut choisir de ne jamais oublier, ne jamais pardonner et punir. Mais la question que nous posons, quelle est donc la place de l'avenir? Quelle est donc la place du futur? Le monde nous enseigne, avec l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire du Rwanda, ces pays-là qui ont été vraiment déchirés par les différentes crises. Celle qu'a connue la Côte d'Ivoire est certes a été meurtrière, mais pas à la même proportion à l'échelle de ces pays que nous avons connus là. Mais ces pays-là ont tourné la page de cet épisode macabre qui a emporté malheureusement les fils de ce pays. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud. Je vous ai parlé du Rwanda. Je vous ai parlé du Libéria. Je vous ai parlé de la Sierra Leone. Ces pays-là ont connu des périodes, des années de crise. Aujourd'hui, adversaires d'hier et adversaires aujourd'hui mangent ensemble, boivent ensemble. Et ensemble, ils ont cultivé ce qu'on appelle le vivons ensemble, qui est le slogan des campagnes du RHDP. Le vivons ensemble, c'est oublier le passé pour construire l'avenir. Aujourd'hui, nous avons encore, malgré le vivons ensemble, des dizaines de détenus politiques après 12 ans de crise. Cela est maintenant inacceptable. Cela est inacceptable parce qu'il y a dire la réconciliation et faire la réconciliation. Lors du dernier voyage du président de la République, surtout lors de son audience avec le pape, il a parlé d'un pays, d'une Côte d'Ivoire de paix. Mais est-ce que nous vivons en paix dans cette Côte d'Ivoire de paix? Je ne crois pas. Sinon, les Puricheri ne seraient pas en prison pour avoir effectué un simple voyage. Sinon, des gens ne seraient pas encore en prison pendant que l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, lui-même dit ces soldats qui sont encore en prison, ces officiers supérieurs qui sont encore en prison, quel est leur délit? Du moment où c'est moi qui étais le président de la République et ils étaient censés agir sous mes ordres, je suis en liberté. Ils font quoi en prison? Ils font quoi en prison ceux-là? Pendant qu'on parle de réconciliation et on parle de pays de paix, il y a encore, au mépris de la Constitution, des Ivoiriens qui sont encore contraints en exil. Et on parle de paix. La paix, ce n'est pas l'absence de crépitement des armes. La paix, ce n'est pas l'absence de coups de poing dans la rue. La paix, comme l'a dit le père de la nation, c'est un comportement. Nous dénonçons donc cette paix qui consiste à faire taire tout le monde. Nous dénonçons donc cette paix qui consiste à brandir le bâton à chaque fois que le citoyen voudrait bien exprimer le mal qu'il ressent. Cette paix qui nous arrache le droit d'expression. Cette paix qui fait de nous des prisonniers en sursis. Il est donc inacceptable que cela continue ainsi. Quelqu'un disait que dans un pays, quand on n'arrive pas à parler, on arrive à se former pour que la violence parle à notre place. Non. Nous ne voudrions pas que d'autres pays plongent encore dans une crise.
nous souhaiterions que notre pays avance, mais avance dans la démocratie, dans la liberté d'expression, dans la libération de tous les prisonniers, dans la liberté d'expression, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de libération des prisonniers politiques, pour faire régner une véritable réconciliation. Pour nous, la réconciliation ne doit pas être un vain mot, comme la paix. Partout où le président passe, il dit la Côte d'Ivoire va bien. Nous sommes réconciliés. Pourtant, 12 ans de crise, 12 ans de prison pour certains, 12 ans de crise, 12 ans de disparition de liberté d'expression, 12 ans de crise, 12 ans d'interdiction du pays pour d'autres. Il faut donc passer à une autre étape. L'étape, c'est demander la libération de nos prisonniers ou demander une vraie réconciliation. Chers journalistes, la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, par ma voix, voudrait donc ce matin lancer un appel à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, à tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous les Ivoiriens qui vivent ici en Côte d'Ivoire, que nous allons emprunter la voie de la réconciliation en demandant la libération de nos détenus. Parce que quand nous voyons la situation dans laquelle ils sont détenus et les raisons pour lesquelles ils sont détenus, cela ressemble aussi à nos otages du Mali. Autant nos dirigeants politiques demandent la libération des otages au Mali, autant nous allons demander la libération des otages en Côte d'Ivoire. Nous avons nos enfants qui sont en otage, qui sont otages ici. Le gouvernement de Côte d'Ivoire détient donc des soldats en otage ici. Je me rappelle très bien la charge les charges pour lesquelles j'ai été détenu en prison pendant des années, c'était complicité de meurtre. Donc quand on est complice de quelque chose, on fait la prison. Mais le président Laurent Gbagbo dit, c'est lui le patron. Donc il est peut-être complice de ce que les gens ont fait. Mais il dit que lui il est en liberté. Mais s'il est en liberté, ceux-là ils font quoi là-bas? C'est ça aujourd'hui. Pour nous, il y a donc des otages en Côte d'Ivoire. Parce que quand on arrête un détenu politique, par exemple, le procureur vient faire une communication, des communiqués pour expliquer les raisons de son arrestation. Mais quand on les libère, on n'explique plus à la population pourquoi on les a libérés. Voilà, je vois ces 2 jours-là, 2 proches du président Soro ont été libérés. Mais je me rappelle très bien, quand ces derniers ont été arrêtés, on a vu combien de fois le procureur a multiplié des conférences de presse pour expliquer combien de fois ces personnes sont dangereuses pour la nation. Mais quand on les libère, on ne sait plus ce qui s'est passé. Ces personnes sont-elles plus dangereuses? Vous voyez, on utilise la loi pour nous arrêter. Et après, ce sont des arrangements pour nous libérer. Ou on nous arrête simplement pour nous faire taire un moment. Non, ce n'est pas ça la justice. C'est donc de l'intimidation. Mais on nous a dit, j'ai vu nos amis parler sur les réseaux sociaux qui disaient, le Mali dit, non, 49 militaires sont allés faire coup d'État. Est-ce que 49 militaires peuvent déstabiliser un pays? Ah bon? Si 49 militaires ne peuvent pas déstabiliser un pays, le Picheri seul qui quitte au Mali, elle peut changer quoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi on l'arrête? Elle au moins, elle a téléphone. Le Picheri a téléphone. C'est avec téléphone qu'elle est quittée au Mali. Mais on l'a arrêté.
parce qu'on dit les quitter au Mali et un risque de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si les 49 militaires qui ont des armes de guerre ne peuvent pas déstabiliser le pays, mais les militaires qui sont en prison ici en Côte d'Ivoire, les 11 ou 15 militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont désarmés depuis 2 ans, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'entraînement jusqu'à aujourd'hui, quel pays peuvent déstabiliser? Pourquoi vous ne voulez pas les libérer? Si les 49 militaires ne peuvent pas déstabiliser le Mali avec les armes qu'ils ont, mais laissez Blé Goudé rentrer parce que lui au moins il n'est pas militaire. Mais c'est le diable. Laissez-le rentrer parce que lui il n'est pas militaire. Ça ressemble un peu à des otages, ces personnes-là. Ça ressemble à des otages. Et nous voulons que ces personnes soient libérées. Nous ne voulons plus nous souvenir de cette époque où le sang a coulé en Côte d'Ivoire. Et pour oublier cette page-là, il faut libérer, il faut vider le contentieux. Il faut libérer toutes ces personnes-là pour qu'on passe à une autre Côte d'Ivoire de construction. Maintenant, pendant que le pays n'est pas encore soigné, pendant que les plaies ne sont pas encore pensées, on veut nous faire accepter que la Côte d'Ivoire va bien. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous voudrions donc lancer un appel à tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs. Nous voudrions dire à l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les chancelleries, à tous les partis politiques, à toutes les organisations de la société civile et à toute personne éprise de paix et de justice, qu'à la fin de ce mois, le 8 octobre 2022, nous appelons à des rassemblements partout sur le territoire national et à la diaspora. Concernant la Côte d'Ivoire, nous allons organiser une procession devant la résidence du nonce apostolique pour lui remettre un mémo. Dans ce mémo-là, nous allons dire au nonce, qui est le représentant du pape, qui vient de recevoir le président Alassane Ouattara, à qui Alassane a confié que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que jamais la Côte d'Ivoire sombrera dans la violence. Il y a ce qu'il a dit et il y a ce qu'on va faire. Et il y a ce qu'il nous fait faire. Cette marche en Côte d'Ivoire est la marche de la réconciliation. Et cette réconciliation passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que quand on parle de démocratie, on ne peut pas parler encore des prisonniers politiques. À quand longtemps deviendra trop? 12 ans. C'est-à-dire, si Ouattara est encore au pouvoir, qui vient briguer encore un 4e mandat, il sera encore en prison 20 ans. Non. Diante, arrêtons. Nous appelons donc à des manifestations à travers le monde entier. Que tous les Ivoiriens, partout où vous serez, allez-y, faites-vous entendre et dites au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des otages, il y a des prisonniers politiques qu'on ne veut pas libérer. Et ici en Côte d'Ivoire, nous allons organiser une procession devant la résidence du nonce apostolique, comme je le dis, représentant du pape, l'un des porte-voix des chancelleries, pour que nous puissions leur dire ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas manger du fait de la cherté de la vie, si on ne peut pas parler du fait de l'absence de la liberté d'expression, mais il faut qu'au moins on soit libre. Il faut au moins qu'on soit libre. C'est cela la démocratie. C'est cela une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire nouvelle partout à travers le monde. Et nous sommes encore dans cette Côte d'Ivoire ancienne, avec les prisonniers anciens, avec les anciens conflits encore. Ça ne cadre pas avec le nouveau. Alors, chers journalistes, chers internautes qui suivaient les différents directs,
Voici donc le message que nous voudrons donc adresser à l'ensemble de tous ceux qui nous assistent ce matin pour dire, à la fin de ce mois, le 8 précisément, nous appelons à des rassemblements à travers le monde entier pour exiger une vraie réconciliation qui passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques, par le retour des exilés, pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment une nouvelle Côte d'Ivoire. Je vous remercie. S'il y a des questions, s'il y a des questions, oui. Moi, je vais poser deux questions. Je suis David Bélia de Canal Ivoire. Je voulais poser deux questions. La première, elle concerne un peu l'approche que vous faites de la demande de libération des prisonniers politiques et d'opinion en Côte d'Ivoire et des soldats au Mali. Il faut dire que beaucoup d'Ivoiriens disent que depuis l'arrestation des soldats au Mali, vous n'avez pas fait, à part peut-être une déclaration sur votre page, vous n'avez pas véritablement fait une conférence pour condamner et exiger la libération des soldats, mais vous avez toujours tendance à parler des prisonniers en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que vous avez peut-être, vous en savez un peu plus sur cette arrestation, ou bien peut-être que elle n'est pas très importante pour vous? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à l'appel, à la marche projetée. Alors, vous demandez une marche. Aujourd'hui, vous êtes à une conférence de presse, vous êtes pratiquement seul. Sur qui vous comptez pour véritablement lancer cette activité? Merci. Je vais aller en même temps, au fur et à mesure. Merci, chers journalistes de Canal Ivoire. Votre question est de savoir pourquoi jusque-là, depuis l'arrestation des militaires ivoiriens, Samba David, coordinateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, n'a pas encore fait de conférence pour condamner cet acte-là. Mais, chers frères journalistes, pour parler d'un sujet, il faut le connaître. L'État de Côte d'Ivoire ne nous a pas encore expliqué ce que nos frères font au Mali. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore fait de conférence de presse pour nous dire, nous voyons des choses sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est deux positions. Il y en a qui traitent nos frères de mercenaires et il y en a qui disent qu'ils sont en mission onusienne. Donc, je ne peux pas me prononcer sur un sujet dont je n'ai pas les tenants aboutissants. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore fait une émission spéciale ou édition spéciale pour parler de nos frères qui sont au Mali. Parce qu'il y a des voix qui se lèvent. Regardez le communiqué du ministre de la Défense du Mali, ou bien Premier ministre, je ne sais pas. Mais quand il parle, il nous accuse. Mais derrière ça, nous, on n'a pas de réplique en tant que tel. Il faut qu'on nous explique pourquoi et comment nos frères sont taxés de mercenaires au Mali. Quand on aura la position de l'État de Côte d'Ivoire, nous allons donc nous prononcer. Mais avant, nous avons toujours dit, comme je l'ai toujours dit, qu'on libère nos frères, parce que j'ai l'amour de ma patrie. Mais il faut que l'État nous explique, ils font quoi là-bas? J'ai suivi le débat sur NCI, j'ai vu que le débat était très houleux, et les gens se sont basés, les journalistes se sont basés sur la petite déclaration du secrétaire général de l'ONU, qui a dit, quand on leur a dit, est-ce que nos soldats sont en mission onusienne? Et puis il dit, c'est évident. Mais il n'y a pas eu d'argument. Il n'y a pas eu d'argument sur cette question. Ils sont, comment?
Parce qu'eux, ils disent, il y a plusieurs déclarations. Donc, nous attendons que l'État de Côte d'Ivoire nous explique qu'est-ce que nos enfants font là-bas pour qu'on prenne position véritablement. Sinon, pour l'heure, je ne sais pas de quoi je vais parler puisque je ne suis pas informé sur la question. Merci. Une déclaration, il y a toujours quelqu'un qui porte la voix, qui fait la déclaration. Vous verrez le 8. Vous verrez le 8. Quand nous avons lancé la marche sur le port, certains ont posé la question, mais vous êtes combien là sur la table? Et puis, ben, vous avez vu comment l'État de Côte d'Ivoire a réagi. On ne va pas venir ici en 20 000, 3 000 personnes. Non, non. Je porte la voix d'un groupe. Et vous verrez que la diaspora va se mobiliser. Vous verrez que la Côte d'Ivoire va se mobiliser. Je vous laisse le temps d'observer. Merci. Okay. Merci, Monsieur le Président. On s'est bienvenu au fait du journal Le Bélier. Bon, Monsieur Samba, président des Indigés de Côte d'Ivoire, généralement, quand vous lancez un mot d'ordre, à la dernière minute, le mot d'ordre, vous demandez qu'on s'y soit. Est-ce que cette fois-ci, le président Samba ira jusqu'au bout avec le 8 mars et le 8 octobre dont vous parliez? Merci. Ok. Le frère bienvenu Kofi, c'est ça? Voilà, gérant du journal Le Bélier. Voilà, merci. Vous savez, nous sommes respectueux de nos institutions. Quand nous appelons à une marche, cela a pour but, ou objectif du moins, de répondre à une question, à une préoccupation. Si on nous dit ce qu'on va libérer, ce pourquoi on veut marcher, on les libère la veille, ou bien on les libère après la conférence, on fait la marche pourquoi? Ça c'est un. Quand on nous rencontre pour discuter, pour dire nous allons trouver des solutions à ce problème-là, ben, voilà. On va croire une première fois, on va croire une deuxième fois, mais une troisième fois, on ne va plus croire. Telle que la question du poisson thon, par exemple. Il a été dit que la question sera résolue et aujourd'hui, selon les informations que nous avons, le dossier avance très bien. C'est déjà bon. Il n'y a pas eu de marche, mais la conférence de presse a contribué à cela. Si on ne rencontre pas d'interlocuteurs pour parler de la question de la libération des prisonniers politiques, vous verrez que peut-être le nombre de prisonniers va encore augmenter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle pas, on arrête. On ne discute pas, on arrête. Mais ils n'ont qu'à dire que là où le dialogue n'a pas changé la situation, ce n'est pas la violence qui va faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, s'ils refusent de dialoguer avec nous, discuter avec nous pour trouver une solution à la libération et qu'ils veulent encore arrêter, c'est peut-être Samba qui vont arrêter, mais ça ne changera rien. Parce qu'après Samba, il y aura encore d'autres Samba. Quand ils ont arrêté Balé-Puchéry, est-ce qu'ils ont arrêté l'ACI? L'ACI fonctionne toujours. Nous allons toujours fonctionner. Donc, l'objectif n'est pas forcément de faire la marche, mais nous faisons la marche pour booster quelque chose. Et si ce quelque chose-là est boosté, Dieu merci. Oui, dans nos pays. Oui. Est-ce que vous condamnez le pape d'avoir reçu un président qui se proclame démocrate? Est-ce que vous condamnez le fait qu'il ait reçu Ouattara, qui a de nombreux prisonniers politiques en Côte d'Ivoire? Ok, merci. Ça dépend. Comment le pape voit M. Ouattara? Comment il le voit? Quel est l'objectif de sa rencontre? Je ne peux pas me substituer au pape pour dire tu as reçu Ouattara, c'est pas bon. Mais si le pape est pour la justice et que le pape soutient la vérité, sincèrement, il y a donc des réserves. Mais je me dis aujourd'hui que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons appris que le pape
allait recevoir M. Ouattara, il y a longtemps. Il y a longtemps. Si ça a été retardé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que des choses se sont dites entre lui et M. Ouattara. Donc, sur la question, je ne voudrais vraiment pas me prononcer, mais c'est justement parce que Ouattara vient de chez le pape, à qui il a dit ceci, que notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est un pays de paix. Et que la Côte d'Ivoire fait tout pour que la paix règne et la réconciliation également. Nous allons donc faire cette procession à la résidence de son représentant pour lui donner un mémo dans lequel il aura tout ça. Si jamais nous sommes brutalisés devant la résidence du NOS, il y aura les arguments pour dire au pape, voici ce qu'il t'a dit, voici ce qu'il fait dans son pays. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, nous allons observer. C'est le 8, nous allons nous apprêter. Déjà, dès la fin du mois, nous aurons une rencontre avec le NOS pour expliquer la situation. Expliquer la situation et pourquoi nous avons choisi sa résidence. Pourquoi nous avons choisi lui pour porter la voix encore plus haut. Justement, pourquoi vous avez choisi ça? Nous l'avons choisi parce que c'est le représentant du pape. C'est parce que c'est le représentant du pape. Et dans la diplomatie, il nous est revenu que le NOS apostolique a une voix qui compte. Donc, nous allons vers cette voie-là. Il faut dire que c'est la première étape de ce processus de libération des détenus politiques. C'est la première étape. Quand la première étape n'aura pas d'issue, vous serez informé de la seconde étape. Merci. Je voulais savoir, pour vous, en quoi la réconciliation tient à la libération je crois, une dizaine, une vingtaine de soldats encore en détention? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de la saisie de la CEDEAO par le président de la République sur la question de la crise malienne? Merci, M. Guy Brens du journal Le Temps. Je voudrais dire que on parle de réconciliation après une crise. Et quand on parle de réconciliation, c'est vivre ensemble. Quand on vit ensemble, c'est oublier le passé. Ces prisonniers politiques-là sont les passifs de la crise qu'a connue notre pays. Alors, si on parle de réconciliation, c'est d'oublier le passé, de laisser passer, de tourner la page de la crise qu'a connue notre pays pour parler d'une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous lions la réconciliation à ça. Et celui qui détient le levier de la réconciliation dans notre pays, comme dans tous les pays, en Afrique du Sud par exemple, après la libération de Mandela et après son élection en Afrique du Sud à la tête du pays, il avait le pouvoir de faire subir ceux qui l'ont mis en prison. Mais lors de son prix comment on appelle, prix Nobel de paix, mais Frédéric Declercq était avec lui. Celui qui l'a mis en prison, c'est avec lui qu'il a partagé cette joie-là. Et quand il a battu en 1994 l'élection présidentielle en Afrique du Sud, il n'a pas mis en prison. Il avait devant lui 2 préoccupations, ou 3. La souffrance des Sud-Africains pendant la période de l'apartheid, la reconstruction de l'Afrique du Sud et la stabilité de son pays. Il avait devant lui 3 questions. Il a trouvé le juste milieu. Il dit, je veux reconstruire mon pays. Mais quand je reconstruis mon pays, ce n'est pas en mettant les autres en prison. Et aujourd'hui, on ne parle pas de crise en Afrique du Sud. Voici comment il a résolu cette crise-là, définitivement. Alors, si M. Ouattara parle de réconciliation, et à chaque discours, à chaque déclaration, il a toujours parlé de stabilité de notre pays. Il a toujours parlé de réconciliation. Mais la réconciliation, ce ne sont pas des vrais mots, c'est des vains mots. C'est un comportement, comme la paix. Et ce comportement-là, c'est de libérer ceux qui sont en prison. C'est très simple. C'est de les libérer. Quand on les libère,
toutes les régions sont contentes du moins parce que leurs enfants sont libérés. Et puis on passe à autre chose. Mais on ne peut pas parler de libération, de réconciliation et encore avoir des prisonniers politiques de la crise de 2011 encore en prison. Ce n'est pas juste. Là, il n'y a pas de réconciliation. Merci. Oui, et comme je le disais à propos de la crise malienne, je dis que je ne suis pas informé de la crise malienne. Le jour où l'État de Côte d'Ivoire va ouvrir ce débat-là, va nous informer, ou bien le jour où l'Assemblée nationale, nos députés vont ouvrir une enquête parlementaire sur la présence de nos soldats au Mali, en ce moment-là, on sera vraiment à l'aise de parler facilement de la crise malienne. Sinon, pour l'heure, nous voyons ce qui se passe et ça nous écoeure parce que moi, personnellement, nous avons des frères, des amis qui font partie de ces soldats-là. Voilà, de ces soldats-là. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais nous demandons à notre gouvernement de nous expliquer qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais pour l'heure, le dossier que je maîtrise, des gens, le dossier que j'ai suivi, parce que je suis en Côte d'Ivoire, j'ai suivi la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire, j'ai côtoyé ces détenus politiques, officiers et sous-officiers en détention, je sais de quoi il s'agit, je pratique leur famille, je vois leurs enfants, et tout ça, je maîtrise le dossier. C'est de ça que je parle. Et dans notre pays, quand Ouattara a été investi à Yamoussoukro, il a sorti le mot réconciliation. Il dit, il faut apprendre à pardonner. Mais je pense que lui n'a pas encore pardonné. Parce que la réconciliation, c'est désarmer les cœurs. Mais Ouattara n'a pas encore désarmé son cœur. Il est le premier que tout le monde regarde. Il n'a pas encore pardonné cette crise-là. Donc, quand quelqu'un n'a pas pardonné, on va parler de réconciliation. Donc, il y a donc le dire et le faire. Chers journalistes, voici donc les mots en ce qui concerne cette question. S'il n'y a plus de questions, je voudrais donc remercier tous les journalistes ici présents, tous ceux qui nous ont suivis et tous les Ivoiriens qui sont, les Ivoiroises et les Ivoiriennes qui sont sur les réseaux sociaux et qui suivent, que le 8, c'est le moment d'exprimer ta volonté pour une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée. Si tu veux que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, et cela passe nécessairement par la libération de tous ces prisonniers-là, tu dois donc dès maintenant te mobiliser et accepter d'être de la partie le 8 pour remettre le mémo aux noces pour que nos parents soient libérés et que la Côte d'Ivoire tourne définitivement la page de cet épisode-là de crise. Sur ce, je voudrais donc vous remercier tous les journalistes, remercier tous les Ivoiriens là où ils se trouvent et vraiment mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants en détention. Je voudrais donc dire Yako à tous ceux qui ont été blessés depuis la crise post-électorale et que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.